a tout fait dans ce ring, à part me battre. Hunter, embrasse mon cul. Le 18 mars 2019, Batista s'installe face à Michael Cole pour une interview en satellite. Il n'est pas en colère, il ne crie pas, il parle calmement, posément, avec la précision de quelqu'un qui a eu des années pour organiser ses pensées. Et il lâche quelque chose que beaucoup avaient pensé, mais que personne n'avait dit aussi clairement. Il dit que Triple H ne l'a jamais vu comme autre chose que son muscle personnel. Il dit que Triple H a toute la WWE dans sa poche. Il dit qu'il est aussi dangereux et contrôlant qu'il l'a toujours été. Ce n'est pas un promo inventé pour vendre un match. C'est un homme de 50 ans qui règle un compte qui dure depuis 15 ans. David Michael Bautista Jr. naît le 18 janvier 1969 à Washington, D.C. Son père, David Senior, est coiffeur d'origine philippine. Sa mère, Donna, est d'origine grecque. Les parents divorcent quand Dave est encore très jeune et il est élevé par sa mère dans un quartier difficile de Washington. Il racontera dans son autobiographie Batista Unleashed, publiée en 2007, que dès l'âge de 9 ans, il avait déjà été témoin de 3 meurtres dans sa rue. Ce n'est pas une métaphore pour parler d'une enfance compliquée, c'est la réalité de ce qu'il voit depuis la fenêtre de son appartement. Il devient videur dans un club pour gagner sa vie, se retrouve face à la justice pour avoir blessé 2 clients lors d'une bagarre et est condamné à 1 an de probation. Ce contexte est important. Batista ne vient pas du milieu du catch, pas d'une famille de catcheurs, pas d'un quartier où on parle de WrestleMania à dîner. Il part de beaucoup plus bas et cette réalité, ce point de départ aussi difficile, forge en lui quelque chose que Triple H, fils d'un businessman du New Hampshire, n'aurait pas nécessairement compris immédiatement, la sensation de devoir tout prouver tout le temps sans filer. C'est le culturisme qui lui ouvre une porte de sortie. Il commence à s'entraîner sérieusement, transforme son corps et à la fin des années 90, il tente un try-out pour la World Championship Wrestling, la WCW. Le refuse. Alors il se tourne vers la WWE. Il signe en 2000 part s'entraîner à l'Ohio Valley Wrestling, la fédération de développement, basée à Louisville dans le Kentucky, sous le nom de Léviathan. En 2002, il remonte sur le roster principal. Kane, qui travaille à Louisville pendant cette période, se souviendra des débuts de Batista comme ceux de quelqu'un de brut, techniquement peu raffiné, mais avec une présence physique qui forçait l'attention. Il dira dans l'émission Rivals que Batista manquait encore de finition, mais que quelque chose dans sa façon d'être dans l'espace du ring était différent de la majorité des débutants qu'il avait croisés. Il fait ses débuts télévisés le 9 mai 2002 sur SmackDown sous le nom de Deacon Batista. Enforcé du personnage de Reverend Devon, il déteste ce gimmick. La mallette, le costume, le personnage de prêcheur, rien de tout ça ne lui ressemble. Il le dira clairement dans l'émission Rivals de A et E des années plus tard. Il cherche son identité dans la compagnie. Ce qui change tout, c'est une série de victoires contre Kane fin 2002. Batista bat Kane 2 fois sur Raw dans des matchs qui attirent l'attention de Ric Flair et Triple H. Et là, quelque chose d'important se produit. Pas tout à fait de la façon qu'on imagine. Il est avéré que Mark Jindrak était initialement prévu pour rejoindre la faction Evolution aux côtés de Triple H, Ric Flair et Randy Orton. C'est Batista qui intègre finalement le groupe à sa place. En 2003, Evolution est formée officiellement. Triple H en est le cerveau et le champion. Ric Flair est la légende. Randy Orton est l'avenir proclamé. Et Batista est le muscle. Ce dernier mot est central dans toute leur histoire. Dans Evolution, Batista apprend. Il a accès à 2 des intelligences du catch les plus affûtées de leur génération, Triple H et Ric Flair, dans les mêmes vestiaires lors des mêmes voyages. Puisque Randy Orton fait l'objet de plus d'attention individuelle en vue d'une future montée en solo, Batista peut observer, écouter, absorber. Triple H le dira dans Rivals. Batista était une éponge. Il prenait tout ce qu'on lui donnait et Batista dira de son côté qu'il n'aurait jamais eu le cool factor sans Evolution, jamais eu la confiance, jamais trouvé le personnage qui lui correspondait vraiment. Cette reconnaissance est sincère. Batista n'a jamais nié que Triple H l'a aidé à se construire, mais ce qu'il conteste, c'est ce que Triple H a fait ou n'a pas fait une fois qu'il était construit. À l'automne 2004, quelque chose change dans la dynamique d'Evolution. Randy Orton a été remercié de la faction après une montée individuelle qui n'a pas produit les résultats escomptés. Et Batista, qui jusque-là servait de muscle, commence à générer des réactions spontanées du public. Pas parce que la direction l'a décidé, parce que les gens dans les arènes se mettent à l'acclamer quand il entre. Il y a une électricité autour de lui que personne n'avait vraiment anticipée. Triple H lui-même le dira dans Rivals.
Il incluait des petites piques dans ses promos pour questionner l'intelligence de Batista, juste assez pour que le public se mette de son côté. Il construisait Batista comme candidat crédible à le battre. Mais le problème, selon Batista, c'est que Triple H essayait en même temps de l'orienter vers SmackDown plutôt que vers lui-même, de l'envoyer affronter JBL pour le titre de la WWE sur l'autre show, là où il serait loin des projecteurs de Raw, loin du titre qui comptait vraiment. Batista l'entend en train de comploter avec Ric Flair depuis derrière le rideau de scène, le 30 janvier 2005 à Fresno en Californie lors du Royal Rumble. Batista remporte le match en éliminant John Cena. Cette nuit-là, Vince McMahon lui-même descend sur le ring lors d'une confusion dans le finish impliquant Cena et Batista. Et il déchire ses deux quadriceps en sortant du ring. Cette image, Vince McMahon au sol avec les deux jambes qui lâchent tout lui, est l'une des plus insolites de l'histoire du catch. Mais ce qui importe pour notre histoire, c'est ce qui se passe dans les semaines qui suivent. Triple H et Ric Flair multiplient les tentatives pour convaincre Batista de choisir SmackDown. Et le 21 février 2005, lors d'un Raw au American Airlines Arena de Miami en Floride, Batista produit l'un des moments les plus mémorables de l'histoire récente de la compagnie. Il fait semblant d'accepter d'aller sur SmackDown, saisit le micro, sourit à Triple H, lève le pouce vers le bas et le Batista Bomb lui brise la nuque symboliquement. L'image est immédiatement iconique, évolution est finie. Le 3 avril 2005, à WrestleMania 21 au Center de Los Angeles, Batista bat Triple H pour le World Heavyweight Championship. La durée de son règne qui suivra sera la plus longue de l'histoire de cette ceinture, 282 jours consécutifs. Un record qui tient encore aujourd'hui. Ce chiffre dit quelque chose. Batista n'était pas juste un accident de parcours, un flashpoint créatif qui allait vite retomber. Il était une vraie star, capable de tenir un show au plus haut niveau pendant presque une année entière. C'est le premier grand titre de sa carrière, le principal titre du show Raw entre ses mains après 3 ans de travail acharné. Il racontera dans plusieurs interviews que lui et Triple H avaient étudié ensemble des heures de vidéos pour préparer ce match, notamment le match entre Hulk Hogan et Ultimate Warrior à WrestleMania 6, pour comprendre comment créer l'impression d'un moment historique. Batista dira que si vous regardez la vidéo du match, vous ne captez pas vraiment l'énergie qui régnait dans la salle ce soir-là, qu'il fallait y être pour comprendre à quel point c'était grand. Et Triple H, dans un des rares moments où il lâche vraiment sa garde, dira qu'il avait tout fait pour que Batista soit suffisamment grand pour que quand il le bat, ça soit un événement. Cette phrase est généreuse, mais elle contient aussi l'aveu de quelque chose. Tout ce que Triple H construisait autour de Batista, il le construisait en fonction de lui-même, de son propre récit. Ce qui suit est une série de matchs qui constitue la meilleure feud de la carrière des deux hommes. Les deux hommes visionnent ensemble des heures de vidéos pour préparer chaque combat, notamment le match entre Hulk Hogan et Ultimate Warrior à WrestleMania 6 en 1990, le modèle absolu du duel entre deux titans où la taille et l'impact supplantent la technique. Ils veulent reproduire cette sensation de collision géologique. À Backlash 2005, le 1er mai à Manchester dans le New Hampshire, Batista bat Triple H pour la deuxième fois. Puis encore dans d'autres confrontations TV et PPV, Batista gagne à Backlash, gagne encore dans d'autres confrontations et dans un Hell in a Cell en juin 2005 lors du pay-per-view Vengeance, Batista remporte 3 des 4 premiers matchs de leur série. Cette domination est précisément ce qui renforce sa position dans la compagnie. Et pourtant, quelque chose dans leur rapport de force en coulisses ne s'est jamais rééquilibré de la même façon que dans le ring. Batista gagnait les matchs. Mais Triple H, selon Batista, gardait la main sur d'autres leviers. 2010, Batista est champion de la WWE pour la deuxième fois, mais son corps commence à payer la facture de toutes ces années. En mai 2010, lors du pay-per-view Over the Limit, il se blesse dans son match contre John Cena. On lui demande de disputer un match de qualification pour Fatal 4-Way contre Randy Orton, lui aussi blessé. Il refuse. La compagnie le déclare forfait. Batista part. Il n'appellera pas ça un abandon. Il dira dans son interview de 2019 que c'est Triple H qui, passé de mentor à patron dans l'organigramme de la compagnie, a choisi de le freiner plutôt que de le soutenir dans ses ambitions.
que la relation avait changé de nature, et que quand un ami devient votre chef, certaines vérités ne peuvent plus être dites de la même façon. Il revient en janvier 2014, remporte le Royal Rumble à Pittsburgh en Pennsylvanie en éliminant Roman Reigns en dernier et se retrouve immédiatement la cible des huées d'un public qui voulait Daniel Bryan dans ce rôle. Le contexte est brutal. Daniel Bryan est en pleine vague populaire avec le Yes Movement et le public voit le retour de Batista comme une intrusion de la direction dans un processus qu'il voulait contrôler lui-même. Les pancartes « We want Bryan » envahissent les arènes. Les fans scandent son nom à chaque apparition de Batista. Ce n'est pas du tout ce que Batista avait prévu. Le retour est mal géré, le contexte créatif n'est pas favorable et Batista repart rapidement après WrestleMania 30 où Bryan bat lui et Randy Orton dans un triple threat pour le titre. Ce deuxième départ confirme quelque chose que Batista laissera entendre dans plusieurs interviews. Triple H, en tant que directeur du contenu, n'avait pas vraiment préparé son retour de la même façon qu'il aurait préparé celui de quelqu'un qu'il considérait comme une priorité absolue. En 2019, Batista revient une dernière fois. Il attaque Ric Flair pour obliger Triple H à l'accepter en match de retraite. Triple H refuse d'abord, protégeant un pectoral qu'il vient de redéchirer lors d'un show en Arabie Saoudite. Puis il accepte, et lors de l'interview satellite du 18 mars 2019 face à Michael Cole, Batista dit ses vérités. Il dispute l'idée qu'il doit quoi que ce soit à Triple H. Il dit que Triple H l'a vu comme son muscle, pas comme son égal. Il dit que Triple H contrôle la compagnie, qu'il a le bureau dans sa poche, qu'il est aussi dangereux qu'il l'a toujours été. Et quand Cole essaye de défendre l'intégrité de Triple H, Batista enlève ses lunettes et le regarde directement dans les yeux. Ce geste, enlever les lunettes, est dans le catch un signal clair « Je suis sérieux, ce que je dis n'est plus un personnage ». WrestleMania 35, le 7 avril 2019, au MetLife Stadium d'East Rutherford, dans le New Jersey. No holds barred match. Triple H utilise des pliés pour arracher le piercing nasal de Batista pendant le match, un spot brutal et viscéral qui illustre la nature de leur relation, même à l'écran. Ric Flair intervient au nom de Triple H, un pedigree. C'est la fin. Triple H gagne et Batista, dans la nuit, publie sur Instagram un message de retraite. Il écrit qu'il regrettera ce théâtre de violence plus qu'il ne peut l'exprimer avec des mots. Il remercie les fans de lui avoir permis de les divertir. Il dit que c'était sa conclusion de conte de fées et qu'il voulait leur donner tout ce qu'il avait à donner. Dans son interview avec Chris Van Vliet quelques semaines plus tard, Batista dira qu'il est fier de ce match, que c'était personnel pour toutes sortes de raisons, que maintenant il a enfin sa clôture. Il précisera aussi qu'ils ne s'étaient pas entraînés ensemble avant WrestleMania, que Triple H craignait de se reblesser et qu'ils n'avaient pas touché le ring ensemble jusqu'au soir même. Une façon de reconnaître les circonstances difficiles tout en assumant la qualité de ce qu'ils ont produit. Dans les coulisses, après le match, les deux hommes s'embrassent. Cette image n'est pas montrée en grand, pas mise en scène pour les caméras. C'est juste deux hommes qui ont tout donné dans le ring et qui savent que quelque chose se referme. En mars 2023, ils revisitent ensemble toute leur rivalité dans l'émission Rivals de A et E. Et là, Batista dit quelque chose qui résume parfaitement la complexité de tout ça. Il dit que Triple H a fait sa carrière. Il dit qu'il n'aurait jamais atteint le niveau qu'il a atteint sans les cerveaux de Triple H et Ric Flair à portée de main. Et dans la même phrase, il maintient que la façon dont Triple H a géré leur relation une fois qu'il est passé de mentor à patron n'était pas celle d'un ami qui fait confiance à un ami. Ces deux vérités coexistent. Elles ne s'annulent pas, elles se complètent. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire plus riche que la plupart des récits de rivalité dans le catch professionnel. Il n'y a pas un traître et une victime. Il y a deux hommes qui ont eu des rôles différents à différents moments, qui ont construit quelque chose ensemble et qui ont dû apprendre à quel point la dynamique de pouvoir peut changer quand l'un d'eux monte dans l'organigramme d'une compagnie. Batista est intronisé au Hall of Fame de la WWE dans la classe de 2020, la classe annoncée mais dont la cérémonie a été reportée à 2021 en raison de la pandémie.
Depuis, Dave Bautista l'acteur a continué à s'imposer comme l'une des transitions les plus réussies de l'histoire entre le catch et Hollywood. Guardian of the Galaxy en 2014, puis sa suite en 2017, Spectre aux côtés de Daniel Craig en 2015, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve en 2017, puis Army of the Dead de Zack Snyder sur Netflix, et enfin Dune en 2021 dans le rôle de Graban. Il tournera également plusieurs saisons de la série Murderville et continuera à enchaîner les projets cinématographiques ambitieux. Son partenariat récurrent avec Drew McIntyre dans le film The Killer's Game en 2024 illustre sa capacité à rester actif dans ce domaine en dehors des projecteurs du catch professionnel. Son rôle de Sapper Morton dans Blade Runner 2049 est souvent cité par les critiques comme le moment où les gens ont compris qu'il n'était pas simplement un ancien catcheur qui faisait des films d'action, il était un acteur. À 56 ans, en 2025, il a bâti 2 carrières distinctement remarquables dans 2 industries différentes et Triple H, de son côté, est aujourd'hui Chief Content Officer de la WWE, l'architecte créatif de la compagnie depuis 2022. Il y a une dernière dimension dans cette histoire qu'il faut mentionner depuis que Triple H dirige le contenu créatif de la WWE. À partir de 2022, Batista a dit publiquement qu'il pense que la compagnie est en de meilleures mains. Que Triple H, maintenant libéré de la pression de performer dans le ring, fait un travail remarquable en tant que directeur créatif. Cette déclaration généreuse venant d'un homme qui l'a critiqué aussi frontalement quelques années plus tôt dit quelque chose sur la capacité des 2 hommes à évoluer et à se voir avec des yeux différents selon les époques et les circonstances. Ce que l'histoire de Batista et Triple H raconte en définitive, c'est quelque chose de commun à beaucoup de grandes carrières dans n'importe quel domaine, la relation entre un mentor et un protégé qui change de nature quand les rôles institutionnels évoluent. Triple H a construit Batista. Batista a surpassé ce que Triple H avait peut-être prévu pour lui et quelque part dans cet espace, une tension s'est installée que ni les matchs gagnés, ni les titres partagés, ni les années de route commune n'ont complètement résorbé. Jusqu'en 2019, jusqu'à un pedigree dans le New Jersey, une accolade dans les coulisses et 2 hommes qui peuvent enfin se regarder en face sans avoir à refaire l'histoire.